Bienvenue sur Chronique, le podcast de Mapato, pour comprendre et déstigmatiser les maladies chroniques. Dans cette série, nous donnons la parole à ceux qui vivent la maladie au quotidien, patients, aidants et soignants. Ensemble, nous explorerons des thèmes essentiels comme l'alimentation, la sexualité, le travail, la gestion du quotidien et la prise en charge médicale. Nos invités partageront avec vous leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. Notre mission est simple: informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie, tout en cultivant un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, patiente et votre hôte sur Chronique. Ensemble, partons à la découverte de témoignages inspirants qui, je l'espère, sauront vous éclairer et vous accompagner jour après jour. Le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Une journée pour rappeler que derrière les chiffres et les campagnes de sensibilisation, il y a avant tout des parcours de vie, des visages et des voix. En France, environ 180 000 personnes vivent avec le VIH. En 2023, 5 500 nouveaux diagnostics ont été posés avec un âge médian de 36 ans. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas, plus connu sur les réseaux sous le nom de Super Séro. Nicolas a appris sa séropositivité jeune. Grâce au traitement, il n'a jamais eu de problème de santé lié au VIH. Mais ce qu'il a dû affronter, ce sont les maux des autres, la peur, la gêne, les réactions mal informées. Alors il a décidé de prendre la parole, de transformer la honte imposée en fierté assumée. Sur les réseaux, il partage son histoire, milite pour les droits des personnes vivant avec le VIH et pour toutes les personnes sexisées souvent invisibilisées. Son parcours, c'est celui d'un homme engagé, lucide, plein d'humour aussi, qui nous rappelle que la parole est une arme puissante contre les stigmatisations. Aujourd'hui, il utilise sa voix pour briser les tabous et rappeler un message essentiel. Une personne vivant avec le VIH, sous traitement et avec une charge virale indétectable ne peut pas transmettre le virus. Ensemble, on revient sur son diagnostic, ses combats et sur ce que ça signifie aujourd'hui en 2025 de vivre avec le VIH. Cet épisode, c'est une invitation à écouter, à comprendre et à changer de regard. Je vous laisse sur notre conversation et vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Eh bien, bonjour Nicolas. Salut Lorraine. Je suis ravie de t'accueillir sur Chronique, le podcast de Mapato. On se connaît un peu tous les deux parce que tu as été un des heureux gagnants de Happy Patient. J'aimerais bien que tu puisses te présenter, dire qui tu es et qui se cache derrière Super Séro. Écoute, déjà, merci de m'avoir contacté, de m'avoir invité. En plus, j'ai le prix devant moi qui est sur ma commode en face. Il est tout beau. Moi, je m'appelle Nico, donc je suis sur les réseaux sociaux. Le nom de mon compte, c'est Super Séro. Je suis une PVVIH, donc une personne vivant avec le VIH, et je lutte pour les droits des personnes vivant avec le VIH et surtout contre la sérophobie. Super, ça, c'est vrai que nous, on te suit depuis pas mal de temps maintenant. Moi, je voulais savoir ce qui t'avait justement donné envie de prendre la parole publiquement sur le VIH. J'ai toujours voulu le faire, mais j'ai 36 ans, donc je suis pas trop la génération réseaux sociaux, et à vrai dire, j'avais aucune connaissance de comment ça fonctionnait. J'avais un Facebook que, en vieillissant, moi je comprends comment ça fonctionne, c'est terrible. Alors Instagram et TikTok, vraiment, c'était quelque chose qui était ultra éloigné de moi, enfin de ma réalité, enfin de mon monde. Et j'ai pas vraiment eu tant le choix que ça, puisque pendant très longtemps, j'entendais bah oui, mais les personnes vivant avec le VIH, elles restent cachées, elles veulent pas parler, elles veulent pas témoigner. Et c'est que chaque fois, j'ai toujours posé la même question aux personnes qui me disaient ça, c'est oui, d'accord, mais quand on veut témoigner, on appelle qui? Parce qu'en fait, concrètement, il y a rien à part les réseaux sociaux, donc c'est un peu la seule solution. Et finalement, quand on parle sur les réseaux, on se retrouve très isolé. Et surtout quand on vient traiter d'affections, d'handicaps, de pathologies, de maladies, ou peu importe, de sujets qui sont très peu traités, on se retrouve avec un flot de personnes qui vont nous poser des questions, aussi nous harceler, aussi des personnes qui vont nous demander de l'aide. Donc on se retrouve... Ouais, c'est assez compliqué. Ça me fait rire que tu dises 36 ans, pas la génération des réseaux, parce que j'ai quasi le même âge que toi et je pensais être génération réseaux sociaux. Pardon. Non, mais je suis peut-être plus vieux dans ma tête, je sais pas. Donc toi, tu as appris ta séropositivité jeune. Je voulais savoir ce qui t'a le plus marqué à ce moment-là sur la maladie et surtout sur le regard des autres. Les gens. En fait, je suis pas d'une génération où j'ai appris ma séropositivité. Il y avait déjà des traitements efficaces. C'était déjà après la vie suisse, donc quand on a commencé à enfin dire que le VIH n'était pas transmissible quand il était traité. Donc j'ai jamais vraiment eu de problème de santé comme
la plupart des personnes vivant avec le VIH qui sont diagnostiquées et qui ont accès à un traitement efficace aujourd'hui. Ça a vraiment été la prise en charge qui était vraiment assez merdique au début. Avec un médecin qui voulait pas me l'annoncer, qui me disait que c'était très grave. Enfin, en fait, très vite, je me suis rendu compte que, on dit ma patho, mais en fait, pas ma patho. C'est-à-dire qu'on se rend très vite compte que c'est pas la nôtre, apparemment. Même si, bon, c'est pas vraiment une pathologie, le VIH est plutôt une infection. Je sais pas si ça rentre vraiment dans le terme de pathologie. Mais en fait, c'est tellement... Il y a un fantasme tellement fort autour de ça que il y avait des réactions autour de moi qui partaient dans tous les sens et qui étaient très excessives. Donc soit on me parlait comme si j'étais déjà mort, soit on me parlait alors que j'avais rien dit et on me répondait de suite ah bah ça va, c'est pas si grave, mais j'avais rien dit. Donc en fait, les gens réagissaient toujours, je pense, à eux-mêmes et très rapidement, ils se mettaient à se confier sur des choses où j'étais pas forcément ni la bonne personne, ni au bon endroit, hein, du type ah ben moi mon oncle est mort du sida. Ah ben super. Ah ben moi je sais pas comment je ferais si un jour je l'ai, je pense que je me flinguerais. Enfin c'était voilà, on se rend compte que on devient, je sais pas, une sorte de réceptacle Ouais. où finalement on pousse à n'être plus que le symbole de cette affection et tout le monde nous pousse à disparaître. Toi, ils te sortent un peu leur peur à ce moment-là Ouais. de ce qu'ils ressentent. Comme s'il fallait aussi nous déshumaniser pour rendre la chose moins réelle, la plus Mmh. distanciée possible. Et c'est fou ce que tu racontes sur le professionnel de santé qui osait pas trop te le dire, comme si, en plus, c'était vraiment quelque chose c'était quelque chose de tabou et que lui, il osait pas en parler, alors que c'est censé être la personne de référence qui est Mm. censée, justement, toi, t'aider dans ce parcours. Bah, tu sais que la première chose qu'on m'ait dit, et c'est quelque chose que beaucoup de personnes séropositives vivent, j'ai l'impression, parce que grâce aux réseaux, maintenant j'ai pas mal de personnes vivant avec le VIH dans mon entourage, et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient régulièrement. C'est que la première chose qui nous est souvent dit, c'est n'en parler à personne. Ce qui est horrible parce que en soi, ça pourrait, bon, avec le temps, j'ai compris que c'était par rapport à la sérophobie, mais c'est vrai que j'aurais préféré qu'on me parle de la sérophobie et que j'entende ce mot-là autrement que 10 ans plus tard sur les réseaux sociaux. Mais surtout, ce que j'ai interprété de cette phrase-là, que j'ai trouvé ignoble, c'était une façon de dire, bah oui, si vous allez en parler, ça va être la merde, vous allez avoir plein de violence, mais surtout, on va vous laisser tout seul, on va vous laisser tomber. C'était vraiment une manière de, voilà, laisse tranquille, comme ça, tu n'auras pas de problème et puis on n'aura pas grand-chose à gérer. Comme si j'étais responsable finalement du futur harcèlement que j'allais pouvoir subir en tant que personne vivant avec le VIH. C'est ce qui, toi aussi, t'a poussé à avoir justement cette prise de parole, militante? Oui, oui, c'est sûr. Après, j'ai toujours un peu une grande gueule, hein. Je pense Mmh. que déjà, j'avais vécu de l'homophobie en tant que Ouais, personne sexisée. J'avais pas forcément envie de ouais, revivre ça. C'était la Covid. Je crois que vraiment, enfin non, je me souviens, c'était d'avoir vécu. D'ailleurs, c'est étrange parce que j'ai l'impression que ce traumatisme-là, on est tous en train de l'occulter. On fait comme si c'était rien passé. Alors que c'est quand même assez, enfin, on est tous un peu en post-trauma, je pense, hein, de ce qui s'est passé pendant la Covid et puis c'est un sujet qui n'apparaît plus. Alors que finalement après l'époque du sida, enfin ce qu'on appelle les années noires, même si j'aime pas trop ce terme-là, finalement en France, ce qu'on a, la suite, ça a été la Covid et j'ai très rapidement eu l'impression que la Covid, la gestion de la Covid était une sorte d'écho symptomatique de l'histoire du VIH/SIDA. OK. Par exemple, quand l'épidémie quand l'épidémie VIH/SIDA a commencé, l'État n'a rien fait pendant 15 ans. Là, l'État, j'ai trouvé, a réagi trop vite. Donc, c'est très symptomatique, c'est un peu des oppositions et il y a des choses assez troublantes du type comment ça se fait qu'avec la Covid, très rapidement, on a mis en place des stratégies cas contact, alors que le VIH/SIDA en 40 ans, on l'a jamais fait. J'en ai jamais entendu parler. Alors qu'on sait qu'une personne apprend sa séropositivité souvent 8 ans après l'infection, en Ouais, moyenne, donc elle est en phase SIDA et qu'elle se retrouve toute seule à devoir annoncer à toutes les personnes avec qui il y a eu potentiellement un contact sur les 8 dernières années qu'elle a le VIH, ce qui concrètement lui pourrit littéralement la vie. Donc c'est une sorte totalement. de mort sociale. Et on laisse ça. Donc c'est assez étonnant. Et après il y a des avantages et des inconvénients. Je trouve que le fait que l'État n'ait pas réagi pendant le début du VIH/SIDA, c'est terrible de dire ça, mais il y a du coup eu la possibilité d'avoir des collectifs qui se sont montés, des collectifs de personnes concernées qui ont pu prendre la parole. J'ai pas envie de dire que c'est un avantage parce que c'était pas normal que l'État réagisse pas, mais finalement quand on voit que l'État finalement réagit trop,
c'est pas non plus la solution. Donc je pense vraiment sincèrement que si on arrive à tirer le meilleur de la gestion du VIH/SIDA sur les 40 dernières années et le meilleur de la gestion de la Covid, et que surtout on jette le pire des deux, on serait vraiment capable de mieux appréhender les futures épidémies. Et c'est surtout que dans la conscience générale, on a conscience qu'il y a un combat, il y a des piliers d'un avenir, comment dire, de savoir comment construire un avenir où on sera encore vivant, qui sera le pilier de l'économie, le pilier de l'écologie, tous ces piliers-là. Par contre, le pilier comment dire, de sanitaire, on n'en parle absolument jamais. Et l'épidémiologie, c'est une question qui n'apparaît encore absolument pas, alors que les 20 dernières années de films qu'on a créés ne parlent que de ça, avec les films de vampires, les films de zombies, les films donc je pense qu'on a beaucoup de choses qui sont qu'on n'arrive pas à percer, qu'on n'arrive pas à dire. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant et hyper pertinent ce que tu es en train de dire. Et justement, tu en parlais un petit peu au commencement du podcast et tu en parles beaucoup du coup sur les réseaux sur la sérophobie. Moi, je voudrais savoir comment tu l'as définie avec tes propres mots, parce que je crois que tu es en plein dedans aussi, dans ce que tu Ah disais. ouais. Je pense que ça, à mon sens, ça fait partie du validisme. La sérophobie, il y a à la fois, je pense, le fait que le VIH vient toucher deux tabous qui est dans le fantasme, la mort et la sexualité. Donc ça, déjà, c'est compliqué. Et puis derrière ça, les communautés les plus stigmatisées derrière le VIH, ça va être, en fait, ça va pas être quelqu'un je vais dire un terme horrible, mais de normal qui a le VIH au sens de ce qu'il y a de plus péjoratif. C'est-à-dire que même dans le cas où on va dire que c'est la personne la plus privilégiée, un homme hétérosexuel, blanc, etc., on va supposer qu'il est pédé et qu'il le cache, ou qu'il est toxico et qu'il le cache. Donc, quoi qu'il en soit, j'utilise ces termes volontairement parce que c'est ceux qu'on nous envoie constamment dans la gueule, Ouais. mais c'est dans la tête des gens, alors c'est une infection, hein, mais dans la tête des gens, c'est une maladie de pédé, de pute, de toxico, de noir, et on va se servir, quoi qu'il en soit, du VIH comme justificatif, comme une sorte de pilier pour justifier des propos racistes, homophobes, sexistes, peu importe. Donc c'est la marque de la mauvaise vie, de tout ce qu'il y a de plus chaque fois j'ai cette image du mec d'extrême droite qui parle du wokisme, qui en fait finalement c'est quoi, c'est le discours des personnes les plus discriminées et les plus marginalisées. Donc Mais justement, pourquoi on en parle enfin, j'ai envie de dire qu'on en parle si peu parce que pour moi, pour avoir ce genre de contenu, c'est qu'il faut qu'on aille sur des contenus qui sont vraiment des personnes ou des médias qui sont vraiment dédiés à ces sujets-là et qu'on n'en parle pas plus ouvertement au niveau du grand public. Je pense qu'on a du mal à en parler autrement que de manière très stéréotypée, parce que finalement, c'est les assos qui ont un peu le monopole de la communication sur ce sujet. Et puis ça fait un peu 30-40 ans qu'elle est beaucoup construite sur la culpabilité, j'ai l'impression. Et sur des discours stéréotypés du type les jeunes font n'importe quoi. Alors moi, ça m'agace quand j'entends toujours encore le 1er décembre, ah, les jeunes, quand je vois des mecs de 50 ans tenir ce discours-là, et je me mets dans la catégorie des 36 ans, j'en fais partie. Je me dis, putain, on est la génération de la culture du viol. On n'a jamais parlé de consentement, on n'a jamais parlé de VSS, on n'a jamais parlé de santé sexuelle. Et là, on a une jeunesse qui est beaucoup plus consciente de tout ça, et on passe notre temps à lui cracher dessus et à lui dire que c'est de sa faute. Enfin, je trouve ça tellement hypocrite. Alors que, enfin bon, donc ça m'agace énormément. Donc je pense qu'il y a un discours très, très stéréotypé, et que finalement, quand on essaie d'en parler, les premiers réflexes qu'on a, c'est des genres de phrases à la con qu'on répète, du type mieux vaut prévenir que guérir, protégez-vous, qui sont au passage des phrases qui sont soit très classistes, soit ultra sexistes. Je donne un exemple, protégez-vous, je le dis jamais. Alors chaque fois ça choque les gens, je dis mais parce que quand on réfléchit bien, protégez-vous, c'est nier le fait que les personnes les plus exposées au VIH sont les personnes pénétrées, donc celles qui sont le plus sujets à vivre des violences sexuelles et sexistes. Et quelque part, ça rentre dans une phrase qui est la culture du viol, qui est en fait de dire tu t'es fait violer, c'est de ta faute, on t'a baisé sans capote, et t'avais qu'à poser tes limites, alors que la personne qui pénètre, qui est du coup la plus c'est pas une question de responsable, mais c'est-à-dire que c'est quand même elle qui met la capote le plus souvent, quoi. C'est celle qui est la moins exposée, c'est-à-dire que la personne qui pénètre a 30 fois moins de chances de contracter le VIH. Par contre, elle a 30 fois plus de chances de le transmettre.
Donc c'est quand même très injuste de dire tout le monde est responsable au même titre dans la sexualité. Non, il y a quand même des rapports de puissance, des rapports de domination qu'on peut pas nier. Et cette phrase protégez-vous, elle est horrible. Elle nie tout ça. À côté de ça, on va dire mieux vaut prévenir que guérir, ce qui est horrible parce que quelque part, c'est comme si les personnes séropositives, pour nous, c'était trop tard et qu'on n'existait plus, qu'on ne s'adressait qu'à des personnes qui n'avaient pas le VIH et qu'on est quand même en train de balancer à des personnes séropositives, bah, vaut quand même mieux pas l'avoir. Bah oui, trop du cul, je pense que j'avais bien compris ça, quoi. Donc, c'est des phrases qui sont ultra violentes et dans la campagne de aide, là, ils l'ont encore dit, hein, mieux vaut prévenir que guérir. Ouah, enfin, c'est sûr que quand on voit des séropositifs dire ça, ben, ça les choque pas. Mais quand on est une personne vivant avec le VIH et qu'on pense à, je sais pas combien de personnes qui meurent chaque année du sida parce qu'ils n'ont pas accès au traitement, bah non, vaut peut-être mieux dans un premier temps s'occuper des gens qui sont en train de crever du sida que de s'occuper des gens qui l'ont pas. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire de sensibilisation, mais que en fait, quand on dit il vaut mieux faire ça que faire ça, ça veut dire qu'il vaut mieux oublier les malades et qu'il vaut mieux oublier les personnes pour qui c'est trop tard. Et ces phrases-là, on n'a pas encore compris l'ultra-violence qu'il y a derrière. Et je pense pas que c'est dit à mal, hein, mais bon, c'est pas normal qu'on continue à dire ce genre de message. Et le dernier point, c'est que c'est un sujet qui est forcément intersectionné. Parce que on va forcément devoir parler de racisme, d'homophobie, de putophobie, de toxicophobie. Et étant donné qu'on a déjà du mal en France quand on parle d'homophobie, je trouve dès qu'on parle d'homophobie en France, on a forcément l'image, j'ai l'impression, en tout cas, après je dis ça avec mes biais privilégiés de personnes non racisées, mais j'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, on va s'imaginer un homme blanc gay. Même quand on parle d'LGBT, on va s'imaginer un homme blanc gay. On va parler. J'ai encore plein d'amis qui pourtant sont militants, hein, mais encore me parlent encore aujourd'hui de la Gay Pride. Et je me dis non, c'est pas possible en fait le retard qu'on a, même au niveau des consciences, au sein même des communautés. Donc, étant donné qu'on a déjà du mal à parler, ne serait-ce que de racisme ou de sexisme déjà dans la lutte contre l'homophobie et qu'on a du mal à parler, je sais pas, même ne serait-ce que de ce que vivent les personnes intersexes, de ce que vivent, enfin, on est ultra à la ramasse. On parle des personnes trans, on va avoir que l'image de la femme trans ultra sexualisée à travers le regard du mec hétéro, mais finalement, c'est comme si les hommes trans n'existaient pas, c'est comme si les non-binaires n'existaient pas. Enfin, on a du mal à briser les barrières et on a du mal à comprendre que les communautés, en fait, et les différents groupes sociaux, c'est pas des blocs, en fait, c'est un spectre et qu'en fait, à la fois, on est et racisé, et sexisé, et handicapé aussi, et enfin moi, plein de potes, la majorité de mes potes vivant avec le VIH, vivent aussi à la fois de la psychophobie, parce que j'ai des copains qui vivent avec le VIH mais qui sont bipolaires, d'autres qui sont trans, d'autres qui sont TDS, d'autres qui sont et donc on vit pas tous la même transphobie, ni même la même racisme, ni même le même sexisme, ni même la même sérophobie, parce que elles s'additionnent pas, les discriminations. Elles se tissent entre elles et elles forment des réalités ultra singulières. Comme un exemple, une femme séropositive, elle se prend pas que de la misogynie et de la sérophobie. Il y a un tissage entre les deux où alors je vais être un peu violent, mais parce que je l'ai déjà entendu, une femme séropositive enceinte, c'est une putain de sidaïque, de meurtrière de mère qui tue son gosse et elle mérite la mort, quoi. Et donc voilà, c'est ultra compliqué. Ouais, la violence des propos. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte de ce qu'ils peuvent envoyer justement aux personnes. Moi, je voudrais rappeler quand même un sujet, c'est que tu en parles déjà beaucoup sur tes réseaux, mais que une personne qui est séropositive, qui est sous traitement, elle a une charge virale indétectable et elle ne transmet pas le virus. Moi, je voulais savoir pourquoi, ce message, tu continues de le marteler, c'est très important, mais que il y a encore beaucoup de personnes qui sont ignorantes de ça. Ouais, parce que déjà, il y a eu une communication pas si claire au niveau des associations, parce qu'aujourd'hui, elles en parlent enfin, mais ça n'est pas tant que ça, en fait. C'est quoi, peut-être 3-4 ans que vraiment elles en parlent, j'ai l'impression, plus régulièrement. Mais avant ça, même au sein des associations, beaucoup d'assauts ne voulaient pas le dire, parce qu'ils estimaient, et ça, c'est une question de tension générationnelle, parce que souvent, il y avait des discours de personnes des années SIDA qui disaient bah non, ça sera banaliser le VIH, ça veut dire que les jeunes vont plus faire attention, et qu'il y a quand même encore aujourd'hui au sein des associations une volonté de faire de la prévention par la peur, alors qu'on sait que ça ne fonctionne pas. Et j'entends régulièrement ce discours, même venant de militants, etc., qui vont me dire bah il faut pas banaliser, il faut pas. Alors que c'est terrible, parce qu'on se dit mais alors on parle pas de banaliser, on parle de normaliser. Et puis c'est pas en faisant peur. La seule chose que ça produit, c'est des gens qui ont peur de se faire dépister, parce que
Je comprends qu'un jeune, s'il associe le VIH à la mort, bah, il va pas forcément être ultra motivé à se dire tiens, je vais faire un dépistage pour savoir si je vais crever. Bon, Ouais, on peut produire que de la paranoïa ou du déni en faisant peur et en plus en nous invisibilisant. ouais, totalement. Et tiens, avec ce que tu étais en train de dire, j'étais en train de rechercher un chiffre sur lequel je suis tombée hier. Il y avait une question d'une enquête qui était justement qu'est-ce qui peut expliquer le manque d'intérêt sur la prévention en santé. Et à 26%, c'est les messages de prévention sont trop anxiogènes. Bah oui, il y a Ouais. ça. Et puis il y a aussi le fait qu'on est quand même dans une montée du fascisme, qu'une bonne partie de la France, une certaine partie de la France milite contre la prévention et la sensibilisation parce qu'on associe ça je sais pas, une sorte de wokisme de on va rendre les gens trans enfin on est dans une phase ultra délirante et je pense que on n'en parle pas assez de ça, d'arriver à prendre conscience que c'est très politique et que quand on fait, moi j'aime pas trop le terme prévention, je préfère parler de sensibilisation et d'information, mais c'est des sujets qui sont éminemment politique et il faut prendre conscience que on lutte pour c'est un droit pour lequel il faut lutter, pour lequel il faut se battre et ce que j'essaie de rabâcher sans cesse, c'est que tant que les personnes concernées ne sont pas identifiées ni visibles, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, tout le monde se pense concerné par le VIH, en tout cas quand on leur pose la question, tout le monde me dit on est tous concernés, c'est pas vrai. Les personnes concernées par le VIH, c'est celles qui ont le VIH, on n'est pas concerné par le diabète parce qu'on peut avoir du diabète, on est concerné par le diabète parce qu'on a du diabète. Maintenant, si on n'a pas de diabète, on est concerné par ce qu'on appelle la prévention, même si encore j'aime pas ce terme, mais tu peux plutôt par sensibilisation, information, et on est responsable de ces biais validistes. Et un biais validiste qu'on a très profond, c'est que, alors on parle très peu du VIH, mais je veux dire, je prends l'exemple du diabète. Moi j'ai du cholestérol, j'ai pas de diabète, donc si je dis des bêtises, pardon. J'aurais peut-être dû prendre l'exemple du cholestérol, plutôt ça aurait été plus respectueux. Mais on est beaucoup plus à être touché par du cholestérol ou par du diabète en France. Moi, le premier, je connais pas la différence entre diabète de type 1 et diabète de type 2. Et est-ce que c'est normal? Et est-ce que c'est normal d'avoir l'impression que, même au niveau des cancers, j'ai des amis qui ont eu des cancers, et finalement, je me suis rendu compte du jour au lendemain que, bah merde, comment je fais pour accompagner? On a jamais de ma vie, j'ai vu une campagne sur, ne serait-ce qu'une campagne qui s'adressait à des personnes qui avaient des cancers pour savoir, ben voilà, vous avez besoin d'aide, il faut contacter ce numéro. Vous êtes des personnes proches de personnes qui ont des cancers, je sais pas, une fiche à la con de comment accompagner votre proche, comment ne pas être discriminant, comment les phrases à éviter. Moi, quand j'ai vu mes potes qui vivaient un peu la même chose que moi j'ai vécu avec le VIH, bon, ça n'a rien à voir, hein, mais en fait, tout leur entourage disait ah, prends soin de toi, truc insupportable, arrête de dire prends soin de moi, toi. Et c'était dingue parce que à j'ai eu 2-3 amis qui ont eu des cancers et à chaque fois je leur ai dit: «Mais on t'a proposé de je sais pas, tu es fatigué? Est-ce qu'on doit faire tes courses? Est-ce qu'on t'a proposé si on doit faire le ménage? Est-ce que tu as besoin d'aide pour faire des papiers? Est-ce que si tu fais une chimio, quelqu'un t'accompagne? Est-ce que, il y a des problèmes financiers parce que, et est-ce qu'il faut qu'on mette en place quelque chose?» Enfin quelque chose qui est de l'ordre du pratique et j'ai l'impression que dès que finalement on vient toucher à la santé, il y a une sorte de pathos dégueulasse où en fait les gens se disent: «Ah tu vu, je suis dans l'empathie, je suis une bonne personne». Bah non, parce que l'empathie c'est souvent une fuite et c'est souvent une manière de justifier ses biais et son jugement, alors que je vais parler pour moi en tout cas. Moi, ce que j'attendais des gens, c'était pas de l'empathie, c'était du concret, c'était du matériel. Tu pas capable de gérer émotionnellement, il y a pas de problème. Mais c'est vrai que moi, j'étais un peu salaud, hein. Mon meilleur ami, il est venu à la maison, il s'est mis à pleurer. Pourquoi je lui ai dit: «Bon, bah, écoute, si c'est pour ça, tu rentres chez ta mère», parce que moi, déjà, je me retiens de pleurer et finalement, alors que c'est moi qui ai le VIH, je suis en train de faire la gestion émotionnelle de la France entière, j'ai l'impression. Bah, non, mais pose-moi des questions, mais pratiques et concrètes. Et finalement, je peux faire le même reproche à mes médecins qui m'ont dit cette chose qui est terrible, qui m'ont dit: «Bah, vous avez des questions?» Je viens d'apprendre que j'ai le VIH, je suis en post-trauma. Enfin merde, t'es médecin depuis 30 ans, tu sais, t'arrives pas à anticiper les réponses aux questions que je vais me poser automatiquement parce que finalement, quand je parle à d'autres personnes séropositives, on s'est tous posé les mêmes questions. Plus ou moins, c'est juste qu'elles viennent pas forcément au même rythme. Et putain, t'es médecin, tu sais quand même que j'aurais eu besoin d'entendre: «Vous allez pas mourir». C'est une phrase qu'on m'a pas dit. J'ai mis 6 ans pour qu'on me le dise. J'ai attendu 10 ans
sur les réseaux pour que j'apprenne que je pouvais faire un enfant. Alors en fait, j'ai jamais posé la question directement à mon médecin de est-ce que je peux faire des enfants? Non, parce que j'osais même pas la poser. Par contre, je disais et j'avais peur de la réponse. Par contre, je disais à mon médecin, bah j'aimerais bien avoir des enfants et je sais pas comment faire et la réponse était toujours ouais, bon, c'est compliqué mais il y a des solutions. OK. Bon. Et quand je demandais bah, est-ce que ça va aller? Bah, c'était très flou comme question mais en même temps, j'avais peur qu'on me dise non. J'avais peur qu'on me dise que j'allais mourir. Bah, on me répondait: «Ouais, ça va aller, mais il faut faire attention». Bah, génial, peut pas être plus flou, quoi. Comment tu veux que ça m'angoisse pas? Et avec les infectios, bon, maintenant j'ai un super infectiologue, mais avec mes infectios, une fois sur 2, quand j'osais aller montrer que j'allais bien, que j'allais vers l'avant, et cetera. J'avais souvent des réactions venant de mes médecins qui étaient du type: «Ouais, ouais, enfin vous allez bien, mais quand même, voilà, faites attention, c'est quand même pas rien», comme s'il fallait que je me rappelle de ma condition, faut pas être trop heureux, quoi. Puis souvent, ça les agace les gens quand on est trop heureux, hein. Ça banalise trop. Et il faut être malheureux, il faut être le bon malade. Il faut être malheureux et dire: «Ah mon Dieu, j'ai fait de la merde, finissez pas comme moi. Moi si j'ai ça, c'est parce que je le mérite. Vous, si vous allez faire les bons choix, vous finirez pas comme moi». Hein? Et finalement, quand en fait je rentrais j'acceptais ce rôle-là et que je revenais voir mon médecin avec la casquette de «je vais pas bien», c'était: «Oui, bon, bah, ça va, il y a pire». Oh là là! En fait, tu as envie de dire quoi que je fasse, je serai jamais le bon patient, et j'ai quand même mis 13 ans dans ma vie à arrêter de culpabiliser parce que j'étais pas suffisamment le le patient suffisamment bon et de me dire: «Mais je vous emmerde, la seule question que je me pose, c'est est-ce que tu es suffisamment un bon médecin ou pas? Point». Et j'ai mis très longtemps à me rendre compte que je n'avais pas à remercier mon médecin comme si c'était, un dieu vivant sur terre qui avait sauvé la vie. J'ai mis longtemps à réaliser que, bah, c'est pas lui qui a découvert les traitements, que lui alors je suis pas en train de dire que c'est heureusement qu'il y a des médecins et cetera, c'est super, mais en fait, à juste mesure, quoi. Il fait son métier, quoi. Je veux dire, et en fait, à un moment, si je dois remercier mon médecin, c'est parce que j'ai envie de le remercier. Si je dois adorer mon médecin, c'est parce que je l'adore pour qui il est, pas simplement parce qu'il est médecin. Et j'ai mis très longtemps à comprendre ça. J'ai mis longtemps que j'avais le droit d'avoir un second avis. J'avais le droit d'arrêter de voir un médecin et d'avoir un autre. C'était une de mes Euh, questions de savoir justement quand tu avais eu des mauvaises expériences, est-ce que tu arrivais à dire non mais là en fait je le sens pas, j'ai besoin de voir quelqu'un d'autre et de changer de médecin quoi. Plus qu'avant. Après, on va dire que c'est toujours un peu délicat parce que quand on va voir le médecin, il y a toujours des moments où on est en fragilité, il y a des moments où on Totalement. est dans l'attente. Et donc, en fait, c'est un endroit où il faut qu'on soit tout le temps sur le qui-vive, alors que c'est un endroit où on ne devrait pas l'être. Et finalement, quand on ne veut plus être sur le qui-vive, on se livre trop parfois à son médecin. Et j'ai fait l'erreur, en tout cas, c'est pas une erreur. Parce que c'est pas l'erreur, elle vient pas de nous. Mais des fois, j'ai pas eu d'autre choix que de me livrer entièrement à mon médecin et de lui faire confiance à des endroits où en fait finalement j'ai été abusé. Mais en même temps, si je me méfie trop, ben je passe aussi à côté de parfois un bon suivi. Donc c'est ultra compliqué. C'est un peu comme, je pense que c'est un peu comme aller voir un psy quand on est homosexuel. C'est se dire: «OK, à quelle mesure mon psy il est homophobe? À quelle mesure, et encore moi je suis un mec!» Parce que le nombre de fois où j'ai des copines séropos de me dire: «Bon», et que j'ai découvert que ça se passait pas bien avec leur médecin et cetera et de me dire mais et de comprendre plus tard, maintenant je le fais automatiquement de me dire: «Mais Mmh. ton infectiologue, c'est un mec?» Il dit: «Oui, tu t'es déjà posé la question de si tu voulais pas, voir une infectiologue, plutôt qu'un infectiologue?» Ouais. Je dis: «Ah putain, je me suis pas posé la question» ou bien ou des personnes qui préfèrent avoir des hommes ou des personnes qui et c'est dingue parce que c'est ultra important, Mmh. parce que je sais que les questions, heu propre à une femme ou du désir d'enfant ou enfin, une femme quand là je parlais d'une femme cis, mais parce que ça Oui. peut être aussi un homme trans et cetera, mais il y a tout un tas de choses qui passent, qui passent à côté, donc c'est important des fois d'avoir aussi un médecin qui est proche de notre réalité. Et en fait, tout ça pour dire que la solution, en fait, c'est de la la solution, c'est vraiment, comment dire? L'entraide communautaire. Il y a rien de mieux qu'une autre personne séropositive pour nous aider. Maintenant, il faut pas rencontrer qu'une autre.
Et j'ai mis longtemps aussi, moi, à me dire, je sors de ce fantasme du groupe de parole, de la souffrance, de oh mon Dieu, on va se mettre tous ensemble, de oh, on est tous des séropos. Non, c'est qu'en fait, bah non, je fais du piano, je vais m'améliorer, bah c'est chouette de rencontrer d'autres personnes qui sont des pianistes. C'est tout. C'est un échange d'expertise, c'est parce qu'on va parler avec des gens qui sont éduqués, qui sont concernés, et que ça a été très, très compliqué de sortir de cette vision, de rencontrer des personnes concernées. C'est casser cette image du groupe de parole non pas que c'est pas bien les groupes de parole, mais je parle vraiment du fantasme qu'on en a, qu'il faut casser. Non, c'est avant tout des personnes concernées qui du coup, putain, c'est plus simple de pas devoir tout réexpliquer, de savoir que bah, c'est plus simple quoi, c'est plus simple. Ouais, totalement. Et aujourd'hui, je sais pas du tout, mais est-ce que, on en parle assez des traitements et aussi, tout ce qui est, pré-infection, post-infection? Est-ce que ça, c'est des sujets qui sont assez grand public ou pas selon toi? Non, on parle de Non. rien et même pour nous, on parle de rien. C'est-à-dire Ouais. que le nombre de encore une fois, hein, la plupart des personnes vivant avec le VIH qui sont autour de moi, elles sont informées sur rien. La chance que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai un peu plus d'informations parce que j'y ai accès, parce que j'ai une visibilité sur les réseaux, j'ai accès à plein de personnes séropositives à travers le monde, francophones, parce que je parle que français malheureusement. Je suis vraiment très mauvais en langue, mais du coup, j'ai accès à plein d'infos. Il y a plein de gens qui me disent: «Ah, t'as vu cet article? Ah, nous, au Canada, il s'est passé ça. Ah, nous, en Suisse, il y a ça». Et ça me permet d'avoir accès à plein de choses que si j'avais uniquement mon infectiologue, franchement, je le serais pas, je le saurais pas. Mais ce qui fait que du coup, dès que je peux, on diffuse des informations et on se les. J'ai des copains qui sont séropos depuis 10 ans, ils ont jamais entendu parler d'épithérapie. J'ai un de mes potes, quand on s'est rencontrés, alors que lui, ça fait 25 ans qu'il a le VIH. Donc en théorie, il OK. devrait être beaucoup plus informé que Enfin, moi. que toi, ouais. Quand je l'ai rencontré, il était encore en quadrithérapie avec des traitements qu'on ne donnait plus depuis peut-être pas des dizaines d'années, mais depuis 5-6 ans. Et puis son médecin, c'était: «Ah bah, le traitement marche». Ouais, bah super, bah tu lui filais un traitement qui datait d'il y a 10 ans, quoi. Et alors qu'il y avait des traitements 3 fois moins, 3 fois plus légers, avec beaucoup Ouais. moins, d'interactions, avec beaucoup moins d'effets secondaires. Mais voilà, ça dépend si on tombe pas sur le super médecin, et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, qui m'a beaucoup frustré parce que j'ai fait pas mal de conférences où des gens revenaient parler du patient expert. Moi, c'est un terme que j'apprécie pas, le patient externe, mais ou qu'on parlait tu vois, d'expertise et cetera, parce que je trouve que patient expert, il nous réduit à l'idée de patient. J'aime pas du tout ce mot de patient. On n'est pas des patients. Moi, je suis une personne vivant avec le VIH. Quand on a une affection ou un handicap, ça fait aussi partie de notre histoire et ça ne réduit pas notre identité, mais ça fait partie de notre identité. Donc, c'est pas en tant que patient que je m'exprime, c'est en tant que personne et en tant que personne vivant avec le VIH. Je suis pas une personne normale qui a une pathologie qui fait que je suis patient. C'est pas en dehors de ma vie. Et parce que ça voudrait dire que je n'ai de réalité qu'à travers le moment où je suis à l'hôpital. Je trouve ça très réducteur. Non, c'est en tant que personne. Et à côté de ça, parce que beaucoup de personnes sont venues me dire: «Oui, tu vois, nous, on a développé cet outil», et ça me fait toujours un petit pincement parce que je me dis: «Mais oui, mais dans l'histoire, c'est quand même ça vient du sida». C'est-à-dire que la notion du patient expert, elle a été quand même pour la première fois mis en place à l'hôpital, à l'époque où l'épidémie du sida a commencé et que pendant quasiment 10 ans, les médecins n'avaient rien à proposer et que les seuls protocoles qu'on pu mettre mis en place, c'est par les personnes concernées. Donc en fait, l'expertise, elle est qui permet aujourd'hui de donner la parole aux personnes concernées, dans les pathos, bah, ça démarre avec le VIH/SIDA. Et on est les personnes qui ont l'affection où cette expertise est la moins reconnue aujourd'hui. C'est horrible, alors que ça vient enfin de nous, j'ai pas envie de dire ça comme ça, mais oui, ça vient de l'histoire du VIH/SIDA, quoi. Si tu devais adresser justement un mot à une personne qui vient de découvrir qu'elle est, porteuse justement de l'infection, du VIH, qu'est-ce que tu aimerais, lui dire? De venir prendre un verre à la maison. Ah, trop sympa, hein. Non, c'est que moi je trouve qu'on est quand même, on a toujours l'impression d'être ultra seul. Enfin, c'est vrai qu'on Ouais, est seul. De toute façon, quand totalement. ça nous arrive, c'est comme si Mmh. on est seul. On a une société qui est validiste, quoi qu'il en soit, et je pense que c'est peut-être maladroit ce que je veux dire, mais je pense que n'importe quelle affection, pathologie ou quoi, quand ça nous tombe sur le coin de la gueule et que, et bah, il y a cette barrière qui se brise que j'ai appris beaucoup de choses aussi de personnes qui sont nées avec le VIH, hein, qui ont pas du tout la même expérience parce que moi, j'ai des biais validistes aussi, j'ai été séronégatif avant. Donc j'ai une pensée de séronégatif, tu vois, à la base. Donc il y a eu toute une déconstruction que j'ai dû faire. C'est peut-être
peut-être similaire avec des personnes qui ont des handicaps de naissance et des personnes qui ont un handicap au cours de leur vie, je sais pas, j'en sais rien. Mais on est quand même je pense la plus grande famille du monde, hein. Les personnes qui subissons du validisme, on est quand même l'une des plus belles familles du monde parce que elle n'a pas de sexe, elle n'a pas de genre, elle n'a pas elle n'a pas de pays, elle n'a pas de couleur, d'orientation sexuelle, elle a rien. C'est-à-dire que, enfin, elle a rien qui l'identifie. C'est-à-dire que c'est quelque chose j'ai l'impression que c'est l'une des discriminations les plus compliquées et les plus intenses. Et en même temps, c'est celle qui touche absolument tout le monde. Donc c'est très paradoxal. Donc on est une famille immense. Mais pour arriver à la rendre visible, cette famille, il faut dépasser tous les enjeux, toutes les enjeux qui sont propres à toutes les discriminations qui existent au monde. Donc l'enjeu, il est, je le trouve incroyable. Ouais. Mais oui, si on apprend qu'on a le VIH, au début, on va se dire on peut se dire en tout cas. Enfin, moi, j'ai pu me dire des réflexes à la con, hein, qu'on m'a inculqué. Je suis quelqu'un de sale. Comment est-ce qu'on va pouvoir m'aimer? C'est moi le problème. J'ai fait de la merde. Déjà, faut se rendre compte que quand on apprend qu'on a le VIH, comment je pourrais dire ça? On est une personne dépistée. Déjà, c'est très important de comprendre qu'on est une personne dépistée et qu'on est les premiers acteurs qui gèrent l'épidémie. Donc, il faut déjà jeter la culpabilité à la poubelle et réaliser qu'on n'est pas le problème, on est la solution. C'est parce qu'il y a des séropos qu'on arrête l'épidémie. Les séropos, c'est les personnes dépistées. Donc déjà, il faut se remercier et il faut que les gens nous remercient pour ça. Parce que putain, heureusement qu'on est là pour briser les chaînes de transmission. Et à côté de ça, bien évidemment qu'on est toujours la même personne et que on mérite toujours d'être aimé. C'est simplement que les cons paraîtront beaucoup plus cons plus rapidement et de manière plus intense. C'est un exhausteur de goût, hein, le VIH, c'est-à-dire que ça va révéler les gens formidables autour de nous, ils vont devenir encore plus formidables et les cons vont devenir de plus en plus cons. Mais ouais, vraiment, ce qui peut nous sauver, ce qui peut vraiment nous aider, c'est de rencontrer d'autres personnes concernées. Et que si on n'a pas les moyens autour de nous, les réseaux sociaux, c'est le must. Réseaux sociaux, créer un compte anonyme, créer un compte, d'aller rencontrer des personnes séropositives sur TikTok, sur Instagram, de parler avec elles et de se rendre compte que voilà, on est vraiment une famille énorme. Et après, de faire des liens avec d'autres affections, pathologies, handicap. Trop chouette. Je pense que ça va aider pas mal de personnes. En tout cas, merci Nicolas parce que c'était hyper chouette notre échange et puis je pense que ça aidera pas mal de personnes qui se sentent un peu seules au quotidien. Bah non, merci à toi, puis merci encore 1000 fois pour le prix et pour l'expérience qui était incroyable et merci pour ce podcast. Et voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.